Et salut à toi, moi c'est Marc, bienvenue sur Le Prisme, la chaîne où on met en perspective tous les sujets qui touchent de près ou de loin aux finances personnelles et à l'investissement. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux stablecoins qui sont omniprésents dans la cryptosphère et on va voir ensemble ce que sont les stablecoins et à quoi ils servent. Ce qu'on entend par stablecoin, ce sont des crypto-monnaies qui sont stables, contrairement par exemple au Bitcoin qui, on le sait, fluctue énormément dans son prix. Il existe plusieurs types de stablecoins, mais ce qu'ils ont tous en commun, c'est qu'ils représentent une monnaie fiat. La monnaie fiat, c'est quoi? C'est la monnaie que tu utilises tous les jours, comme par exemple l'euro ou encore le dollar. Pour faire un exemple concret, si on prend maintenant un stablecoin qui représente le dollar américain, il y a un jeton de ce stablecoin qui représentera toujours un dollar américain. C'est pour ça qu'on les appelle les stablecoins, parce que leur valeur reste stable quand, dans cet exemple, on les compare au dollar américain. De la même manière, il existe des stablecoins euros qui représenteront toujours l'équivalent de 1 euro. Pour commencer, on va déjà parler de l'utilité des stablecoins pour bien comprendre à quoi servent les stablecoins et puis pourquoi on se sert des stablecoins plutôt que du dollar ou de l'euro directement. Quand on parle d'utilité, on va déjà se rappeler qu'on se trouve toujours dans le domaine des crypto-monnaies. On a vu ensemble que les crypto-monnaies, comme d'ailleurs n'importe quel autre type de monnaie, permettaient de faire des paiements. Tu peux t'acheter du pain avec ton euro et ton dollar, mais tu peux aussi, si tu le veux, t'acheter du pain avec des crypto-monnaies comme par exemple le Bitcoin. Par contre, tu as quand même une difficulté majeure quand tu fais des paiements avec le Bitcoin, c'est que le Bitcoin, il est très volatile. Donc un jour, ton pain peut valoir X Bitcoin, le lendemain, il peut en valoir soit deux fois plus, soit deux fois moins en termes de Bitcoin. Donc la volatilité, elle pose problème dans un système d'échange, dans un système de paiement. Mais là, justement, les stablecoins permettent de faire des paiements dans la cryptosphère sans avoir affaire à cette volatilité. On a vu dans une précédente vidéo, dont je mettrai le lien d'ailleurs dans la description, que quand tu passes par un système bancaire classique pour faire des paiements, il y avait certaines limitations. Je ne vais pas refaire toute cette vidéo maintenant, mais globalement, on avait dit que déjà pour faire un paiement ou un virement, il faut déjà avoir un compte, il faut déjà avoir accès au système bancaire. Et rien que ça, ce n'est déjà pas un automatisme. Il y a plein de personnes qui n'ont pas accès au système bancaire. Avec les crypto-monnaies, dont les stablecoins font partie, il n'y a aucun organe centralisé qui peut t'empêcher d'avoir accès à un système de paiement. Contrairement aux banques, où globalement les banques, si elles le veulent, peuvent te dire non, je ne te donne pas accès au système bancaire. Par le système de crypto-monnaie et donc aussi de stablecoin, tout le monde et n'importe qui peut avoir accès à un système de paiement. Il suffit d'avoir un téléphone portable et une connexion Internet. Rien ni personne peut t'empêcher de faire ce que tu veux avec tes stablecoins et tes fonds et ta monnaie, contrairement au système bancaire où la banque peut demander des justifications avant d'exécuter par exemple un virement. Ça, comme je l'ai dit, c'est une utilité des crypto-monnaies qui s'applique à la cryptosphère d'une manière générale, mais donc aussi aux stablecoins. Ces notions de trustless et de permissionless dont on avait déjà parlé dans les précédentes vidéos, ça s'applique à toute la cryptosphère, à toutes les crypto-monnaies, mais ça s'applique aussi, et voire en particulier, aux stablecoins, et tu rajoutes à cela justement cette possibilité de faire des échanges sans avoir à gérer la problématique qui est liée à la volatilité de certains actifs numériques, comme par exemple le Bitcoin. Je résume donc rapidement, une autre utilité, comme on l'a dit, c'est l'accès au dollar, c'est aussi l'indépendance du système bancaire, c'est international, tu peux y avoir accès dans tout le monde. Et c'est, comme on l'a dit, trustless et permissionless, ce qui veut dire que tu peux faire ce que tu veux de tes fonds. Je fais rapidement une petite parenthèse sur le côté trustless et permissionless de la chose afin d'éviter tout malentendu. La technologie et l'idée en soi des stablecoins, mais d'une manière générale des crypto-monnaies, c'est justement d'avoir un système où tu n'as pas besoin de faire confiance à une instance centralisée qui puisse prendre une décision à elle seule, mais qui impactera des centaines, voire des milliers de personnes, sans avoir à les consulter ou en tout cas sans avoir à même leur demander leur avis. Mais par contre, il faut bien garder en tête qu'en fonction des projets qui se montent, même dans la cryptosphère, il y a certains projets qui sont plus ou moins centralisés. Donc, en fonction de leur degré de centralisation, le côté trustless, permissionless est plus ou moins vrai. Ce que je veux dire par ici, c'est que la technologie en soi des stablecoins et des crypto-monnaies permet d'être trustless et permissionless. Par contre, ce ne sont pas tous les stablecoins qui, dans leur gestion, dans leur façon de fonctionner, sont trustless et permissionless. Je ferme maintenant cette petite parenthèse et je reviens sur l'utilité des stablecoins en parlant maintenant du domaine de la DeFi, de la finance décentralisée. On a déjà vu ensemble dans une précédente vidéo ce qu'était la DeFi, donc là on ne va pas encore une fois refaire toute la vidéo, je te mettrai le lien dans la description, mais on va juste redonner un peu de contexte pour dire en quelle mesure les stablecoins s'appliquent et sont même nécessaires au domaine de la DeFi. Je ne reviens pas sur le côté paiement qui fait quelque part aussi partie de la DeFi, mais on l'avait déjà vu à l'instant ensemble.
Mais on a vu ensemble que quelque chose qui définissait la DeFi, c'était les smart contracts. On avait vu ensemble que les smart contracts permettaient de créer des systèmes de prêts de crypto-monnaies. Je ne vais pas appeler ça des prêts bancaires parce qu'on est indépendant des banques, mais le système il est un petit peu similaire, où quelque part, il y a des personnes qui ont des liquidités, qui veulent gagner, on va dire, un intérêt sur leur liquidité, et donc ils vont faire directement un prêt à quelqu'un qui a besoin d'emprunter. En contrepartie, il reçoit des intérêts. Et celui qui a emprunté de l'argent en crypto-monnaie peut s'en servir comme s'il avait fait un prêt à la banque. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que tout ça, c'est encadré et géré par du code informatique. Un smart contract ne peut gérer que quelque chose qui est du code informatique en soi. Donc par exemple, le Bitcoin, ce n'est rien d'autre que du code informatique. Un stablecoin, ce n'est rien d'autre que du code informatique. La monnaie fiat, la monnaie euro, la monnaie dollar, ça peut l'être en certains cas, mais en tout cas, ce sont des systèmes qui sont bien différents. Aujourd'hui, la DeFi n'est pas vraiment capable de gérer des dollars, on va dire des vrais dollars entre gros guillemets, comme les dollars que tu as sur un compte en banque. Un compte en banque, c'est aussi quelque part, tu me diras, un code informatique, mais par contre, les monnaies fiat ne sont juste pas compatibles avec la DeFi. Donc pour pouvoir interagir avec des monnaies stables dans la DeFi, tu as besoin de stablecoins. Ce que je viens de dire pour les smart contracts et les systèmes de prêt dont je parlais à l'instant, ça s'applique également au trading et aux produits financiers dans la cryptosphère. Pareil, pour le trading, il y a beaucoup d'échanges qui sont gérés eux aussi par des smart contracts. Et là aussi, tu as besoin d'avoir un code informatique qui soit compatible. Tu ne peux pas te servir de la monnaie fiat pour faire du trading dans la finance décentralisée. Je ne vais pas rentrer plus en détail dans le cadre de cette vidéo dans la DeFi parce qu'on l'avait déjà vu dans une précédente vidéo. Mais s'il y a une chose que tu peux retenir dans l'immédiat, c'est que tu as besoin des stablecoins pour faire fonctionner la DeFi, la finance décentralisée. Sans les stablecoins, dans la DeFi, il y a énormément de choses qui ne pourraient pas fonctionner. Prenons maintenant quelques instants pour nous intéresser aux différents types de stablecoins qui peuvent exister. Il existe bien différents types de stablecoins, mais il y a un principe qui est commun à tous. Si tu as un stablecoin en dollars, donc il y a un stablecoin en dollars qui vaut exactement 1 dollar, tu as besoin de savoir qu'à n'importe quel moment tu peux échanger ton dollar en stablecoin pour un vrai, entre guillemets, dollar fiat pour le faire virer sur ton compte en banque classique. Ce que je veux dire par là, c'est que la valeur de ton stablecoin, elle doit être garantie par quelque chose. Il doit quelque part y avoir un collatéral, il doit quelque part y avoir un coffre-fort qui détient certaines choses contre lesquelles tu peux échanger ton stablecoin si jamais tu en as envie. Pour faire le parallèle avec le domaine bancaire classique, aujourd'hui, si tu as 1000 euros sur ton compte qui sont affichés de manière numérique sur ton compte, eh bien en théorie, et je dis bien en théorie parce qu'en pratique, on sait que ce n'est pas le cas, la banque devrait avoir assez de billets dans son coffre-fort pour pouvoir t'assurer qu'à n'importe quel moment, tu peux échanger tes 1000 euros sur ton compte, on va dire numérique, en 1000 euros en billets. Et là, c'est à peu près le même principe dans les stablecoins. Si tu as 1000 dollars en stablecoin, tu dois à chaque instant pouvoir les échanger contre 1000 dollars en monnaie fiat. En d'autres termes, la société qui émet les stablecoins doit garantir qu'à tout moment, il y a autant de stablecoins en circulation qu'il y a de valeur dans leur coffre-fort. C'est donc dans ce cadre-là qu'on va parler du collatéral ou encore des réserves. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant parce que tu as plein de manières différentes de justement garantir ce collatéral et ses réserves. On va déjà commencer par le cas le plus simple où les réserves sont garanties par de la monnaie fiat directement. En d'autres termes, toi tu envoies 1000 dollars à une société et en retour, cette même société te donne l'équivalent de 1000 dollars en stablecoin. Et les 1000 dollars, les vrais entre guillemets dollars que tu lui as envoyés, eh ben, tu lui fais confiance qu'elle les garde dans son coffre-fort pour qu'à n'importe quel moment, tu puisses rééchanger ton stablecoin contre du vrai dollar. L'un des stablecoins qui fonctionne sur ce principe-là, c'est l'USDT. Donc le T ici, il signifie Tether, qui est la société qui a derrière ce stablecoin. Juste pour te donner un ordre d'idée, aujourd'hui le 11 juin 2023 où je fais cette vidéo, il y a à peu près 83 milliards d'USDT en circulation. Donc en théorie, et on reviendra un tout petit peu plus tard sur la notion de confiance et de transparence, mais en tout cas en théorie, la société Tether devrait avoir dans ses coffres-forts l'équivalent d'exactement 83 milliards de dollars pour qu'à chaque instant, chacun puisse avoir la garantie de pouvoir retirer ou rééchanger son stablecoin contre du vrai dollar. En réalité, on sait aujourd'hui que la société Tether ne dispose pas de 83 milliards de dollars, on va dire, en liquide sur un compte en banque. Mais par contre, avec les 83 milliards, ou en tout cas avec une partie de ces 83 milliards, ils ont acheté des obligations d'État notamment. Ce que ça veut dire, c'est que toi, avec les 1000 dollars que tu as envoyés à Tether pour que Tether te rende 1000 dollars en stablecoin,
Et ben Tether a placé cet argent que tu leur as envoyé en achetant des obligations et donc ils reçoivent un certain taux d'intérêt sur l'argent qu'ils ont placé. Là, c'est pareil, pour te donner un ordre d'idée, Tether, au premier trimestre 2023, a déclaré un profit de 1,5 milliard de dollars. Ce que je veux dire par là, c'est que le business des stablecoins est un business qui est hyper lucratif. Tous les ans, ces sociétés-là se dégagent un pourcentage, se dégagent des intérêts, mais au final avec un risque qui est relativement mesuré, surtout s'ils achètent des obligations d'État qui, en théorie, devraient être relativement peu risquées. C'est souvent cet aspect-là du business qui se trouve derrière le stablecoin qui est relativement peu connu, mais en tout cas c'est ça qui explique qu'il y a autant de différents stablecoins parce que tout le monde veut avoir une part du gâteau. Si on revient maintenant rapidement sur les différents types de collatéraux et de réserves qu'il peut y avoir pour garantir la valeur du stablecoin, on peut aussi parler maintenant des réserves en crypto directement. Donc dans ce cadre-là, il y a des sociétés qui détiennent des crypto-monnaies dans leur coffre-fort, donc par exemple du Bitcoin et de l'Ethereum. Et ces sociétés-là, en théorie, elles émettent des stablecoins à hauteur de la valeur de ce qui se trouve en crypto-monnaie dans leur coffre-fort. De cette manière, et en théorie, si tu ne veux plus avoir de dollars en stablecoin, tu peux échanger à tout moment ton dollar en stablecoin en une crypto-monnaie comme le Bitcoin, comme l'Ether par exemple. En tout cas, ça te permet de sortir du stablecoin. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que quand tu as des réserves qui sont constituées de crypto-monnaies, tu es soumis au risque de la volatilité. Admettons, dans ton coffre-fort, tu as du Bitcoin, mais un jour, le Bitcoin, il vaut 60 000 dollars et le lendemain, entre guillemets, il vaut 20 000. Donc en théorie, en fonction de la valeur du Bitcoin et de la valeur des autres crypto-monnaies qui sont dans le coffre-fort, il faut à chaque moment ajuster la quantité de stablecoins qui sont en circulation sur le marché pour toujours garder la même valeur dans le coffre-fort que la valeur des stablecoins en circulation. Un exemple de stablecoin ici serait le DAI. Et le DAI, il est émis par MakerDAO. On avait d'ailleurs déjà vu dans une vidéo précédente ce qu'est une DAO. Et ici, on a typiquement un projet dont la gouvernance est gérée de manière décentralisée. Ensuite, on a également les stablecoins qu'on appelle algorithmiques. Les stablecoins algorithmiques, c'est un peu plus complexe, donc on ne va pas rentrer dans le détail dans le cadre de cette vidéo, ce serait trop long. Mais ce qu'il suffit de comprendre, c'est qu'un stablecoin algorithmique, il a aussi dans son coffre-fort un certain cryptoactif. Et en fonction justement de la valeur de ce cryptoactif en réserve, tu vas ajuster les quantités de stablecoins en circulation. Comme ça, par un effet d'achat et de revente et par un effet d'offre et de demande, tu as justement la valeur du stablecoin qui se stabilise. Comme je l'ai dit à l'instant, c'est un peu compliqué comme concept, donc on ne va pas aller dans le détail. Mais ce que j'aimerais que tu retiennes, c'est que c'est simplement un autre moyen de garantir la stabilité du stablecoin. Et pour finir, on va juste prendre une autre catégorie de réserve qu'on va appeler autre, où globalement tu peux mettre d'autres choses dans ta réserve qui vont toujours garantir la stabilité de ton stablecoin. Pour faire un exemple concret, on peut très bien avoir un coffre-fort qui contient de l'or, et c'est justement la quantité d'or qui garantit que ton stablecoin il a bien de la valeur. Donc à chaque moment, tu peux échanger ton stablecoin contre une fraction d'or si tu veux. Par contre, attention, et juste qu'il n'y ait pas de malentendu, ça ne veut pas dire que le stablecoin il est adossé à l'or. Ça ne veut pas dire que là d'un coup, on a un stablecoin qui est adossé à l'or comme il avait pu l'être dans les années 1800. C'est juste qu'il y a de l'or dans un coffre-fort et toi, avec ton stablecoin, tu peux à chaque instant échanger ton stablecoin au taux de l'or du jour contre de l'or. Là, dans la cryptosphère, on a un exemple et c'est le Paxos. Le stablecoin Pax, il est basé justement sur ce principe. Aujourd'hui, à ma connaissance, et peut-être que je me trompe, mais aujourd'hui, à ma connaissance, il n'existe pas de stablecoin qui soit vraiment adossé à l'or. Là, on sort un tout petit peu du cadre, mais je t'invite à aller voir la toute dernière vidéo que j'ai sortie, où justement on parlait de la valeur du dollar qui à l'époque était adossée à l'or. Mais là où je veux en venir, c'est que même si aujourd'hui, à ma connaissance, il n'existe pas de stablecoin qui soit directement adossé à l'or, la technologie en soi, elle le permettrait. Aujourd'hui, si on le voulait, on pourrait très bien dire, je vais définir une valeur du dollar par rapport à l'or, et pour le coup, peut-être que ma monnaie, je ne vais pas l'appeler le dollar parce que ça pourrait porter à confusion, mais je pourrais lui donner un autre nom. Et cette valeur-là ne changera jamais. En d'autres termes, il n'y aura jamais plus de stablecoin en circulation qu'il y aura d'or dans mon coffre-fort. Et le seul moyen d'augmenter la quantité de stablecoin en circulation serait de rajouter de l'or dans mon coffre-fort. Là, pour le coup, on pourrait avoir en théorie un stablecoin qui ne soit pas stable par rapport au dollar, mais qui soit stable par rapport à l'or. Ça, c'est encore un autre concept que les stablecoins dont on parle classiquement. Et ça sort un petit peu du cadre de la vidéo, mais c'était vraiment juste pour te donner quelques perspectives et de se rendre compte que cette technologie de la blockchain, cette technologie décentralisée, peut amener comme innovation fondamentale à notre système financier et même à notre système sociétal.
sans avoir à dépendre d'une instance centralisée comme les banques et les États. Et bien justement, maintenant revenons à nos stablecoins et parlons justement de cette notion de dépendance. Je le sous-entendais tout à l'heure, tous les stablecoins ne sont pas égaux en termes de gouvernance. Autrement dit, il y a certains projets qui sont gérés de manière décentralisée, donc la gouvernance elle est décentralisée et donc les décisions sont prises de manière décentralisée et en toute transparence avec un système de démocratie directe. Par contre, il y a d'autres sociétés comme la société Tether dont on parlait tout à l'heure, qui sont des sociétés privées, et c'est dans ce cadre-là qu'il faut se poser la question de la centralisation. C'est important de bien comprendre la différence ici, parce qu'on se trouve dans la cryptosphère, donc c'est une technologie qui à la base, elle peut être décentralisée si on le veut, mais si derrière tu as des sociétés comme Tether qui interviennent dans la cryptosphère mais qui elles-mêmes ne sont pas du tout décentralisées, eh ben, on ne peut pas vraiment parler de décentralisation. À partir du moment où on a affaire à une société privée, eh ben, elle a tout à fait le choix de décider de son niveau de transparence envers l'utilisateur. C'est donc justement la question qu'il faut se poser, est-ce qu'on est sur un système qui est basé sur la transparence ou est-ce qu'on est dans un système qui est basé sur la confiance? Alors je vais un petit peu provoquer maintenant mais je fais exprès. Admettons que tu as quelqu'un qui est fondamentalement convaincu par le Bitcoin, donc il a acheté le Bitcoin, donc il fait un peu de trading, et là le Bitcoin il prend énormément en valeur, et cette personne maintenant elle décide de vendre. Mais maintenant elle a plusieurs choix, elle peut soit le vendre pour une autre crypto-monnaie, elle peut soit le vendre pour du dollar fiat, ou encore si elle veut, elle peut le vendre pour du dollar en stablecoin. Il y a des avantages et des inconvénients pour les trois options en fonction de la stratégie que ce trader-là il choisit. Mais admettons maintenant que justement il a vendu son Bitcoin au plus haut point et qu'il ait échangé son Bitcoin contre des stablecoins. Et le stablecoin en question, c'est l'USDT qui vient de la société Tether dont on a parlé à l'instant, qui est une société privée. Et cette société n'est pas tout à fait transparente sur la gestion des réserves qui permettent justement d'émettre le stablecoin. En d'autres termes, cette société te dit oui, je te confirme, j'ai assez de réserves dans mon coffre-fort pour garantir qu'à chaque instant, tu peux échanger ton USDT contre du vrai dollar. Mais quelque part, encore une fois, on retombe dans la confiance parce qu'il n'y a aucun mécanisme qui permet de le vérifier, qui permet de le valider. C'est là où je provoque un petit peu et on revient presque à une question philosophique. C'est justement un des points qui t'a convaincu avec le Bitcoin, c'est le côté de la décentralisation. Il n'y a pas une seule instance centralisée qui peut le gérer ou prendre des décisions, et tout est fait en totale transparence. Et maintenant, tu vends ton Bitcoin pour de l'USDT. Donc tu restes dans la cryptosphère, mais toute cette notion de décentralisation, de vérification plutôt que de confiance, et ben cet aspect-là, il est réduit à néant. Ça revient donc à la question philosophique dont je parlais dans la précédente vidéo. Est-ce que tu es dans la cryptosphère par conviction parce que justement tu veux te détacher de cette dépendance des organes centralisés comme les banques et les États? Ou alors est-ce que tu es dans la cryptosphère pour l'aspect uniquement pécunier? Et là c'est pareil, hein, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais par contre c'est une question qu'il faut se poser parce que rien que la réponse à cette question permet de comprendre pas mal de comportements d'investissement justement dans la cryptosphère. Voilà donc ce que je voulais voir aujourd'hui avec toi. On a vu ensemble que tous les stablecoins n'étaient pas forcément équivalents, soit en termes de gestion de réserve derrière, soit en termes de gouvernance. Et ça, à mon sens, c'est vraiment des notions importantes à comprendre avant d'interagir avec justement les stablecoins. Encore une fois, je le répète, il n'y a aucun conseil en investissement sur cette chaîne. L'idée, c'est vraiment de montrer les différentes choses qui existent, de bien les comprendre. Et derrière, une fois qu'on a compris les fonctionnements, de pouvoir prendre une décision qui soit fondée. J'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur et que tu as pu apprendre 2-3 choses. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et à présent que tu connais la musique, un abonnement et un like, ça aide énormément la chaîne et ça m'encourage à continuer à faire ce que je fais. Merci beaucoup pour ton temps et je te dis à la prochaine sur le Prisme.